Bien, bonsoir, merci d'être venus nombreux. On aurait aimé voir autant de monde hier et avant-hier, mais bon. Vous êtes Salim Lamrani, notre invité, on en est très fiers. Je vais rappeler un peu votre curriculum. Vous êtes docteur S études ibériques et latino-américaines de l'université Paris-Sorbonne Paris 4. Actuellement, vous êtes maître de conférence à l'université de La Réunion. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres en français sur Cuba, le dernier étant Fidel Castro, héros des déshérités. Vous écrivez aussi dans de nombreuses revues françaises et étrangères. Je vais citer quelqu'un qui vous connaît bien, c'est Ramon Chao, l'ancien rédacteur en chef du service Amérique latine de Radio France Internationale et accessoirement père de Manu Chao, qui dit de vous ceci: Lamrani n'entre pas dans des considérations politiques ou idéologiques. Il se base uniquement sur des faits et place les médias occidentaux face à leurs propres contradictions. Nous vous avons invité pour parler du rapprochement entre les États-Unis et Cuba, sur sa réalité et ses perspectives d'avenir suite au décès de Fidel et à l'arrivée de Trump au pouvoir. Je vous laisse donc la parole et nous passerons ensuite les micros à l'assistance. Merci Francis, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes remerciements au Festival Cultura América pour son aimable invitation, en particulier à Francis. François, c'est pas grave. Pardon. À Anne-Marie, je tiens à saluer également mon ami et camarade Jean Ortiz. Je salue Carmen, Claude, qui m'ont accueilli avec beaucoup d'hospitalité. J'espère que je n'ai oublié personne. Je vous remercie de votre présence. Donc, Cuba-États-Unis, comme vous le savez, histoire conflictuelle. Histoire conflictuelle. Je vais dans un premier temps dresser une brève perspective historique, et puis ensuite nous échangerons nos points de vue respectifs. Comme vous le savez, la révolution cubaine a triomphé le 1er janvier 1959, après 25 mois de lutte armée dans les montagnes de la Sierra Maestra, et Cuba a obtenu sa véritable indépendance avec le triomphe de la révolution. Les États-Unis ont toujours soutenu l'ancien régime batistien, dictature militaire qui était arrivée au pouvoir par un coup d'État le 10 mars 1952, jusqu'aux ultimes instants de la lutte armée. Les États-Unis ont soutenu la dictature de Fulgencio Batista. Je cite un mémorandum du 23 décembre 1958, la révolution cubaine a triomphé une semaine plus tard, où Alan Dulles, directeur de la CIA, déclarait, je le cite, « Nous devons empêcher la victoire de Castro ». Dès les premiers instants du triomphe révolutionnaire, les États-Unis ont exprimé leur hostilité vis-à-vis du projet émancipateur de la révolution cubaine. Ils ont d'abord accueilli tous les tortionnaires et bourreaux de l'ancien régime. Ils ont accueilli les bandits et ceux qui avaient pillé les réserves de la Banque centrale. Et dès juillet 1960, les États-Unis ont imposé les premières mesures de rétorsion économique, les premières sanctions économiques. Alors il est intéressant de voir que la rhétorique diplomatique utilisée pour justifier l'hostilité vis-à-vis de Cuba, la rhétorique diplomatique états-unienne, a fluctué au fil des ans. Lorsque l'administration Eisenhower impose les premières mesures de rétorsion économique, elle explique qu'elles sont dues au processus de nationalisation et d'expropriation réalisé par le gouvernement révolutionnaire. Puis, un an plus tard, lorsqu'en février 1962, l'administration démocrate de Kennedy impose les sanctions économiques totales, il y a une légère évolution de cette rhétorique. Il ne s'agit plus du processus d'expropriation et de nationalisation, mais de l'alliance avec l'Union soviétique. En raison de l'alliance avec l'Union soviétique, Washington ne peut pas maintenir des relations normales avec le gouvernement de Fidel Castro. Avançons un peu dans l'histoire, dans les années 60-70, nouvelle évolution du discours diplomatique états-unien.
ce qui fait obstacle à la normalisation des relations entre Washington et La Havane, c'est le soutien qu'apporte Cuba au mouvement indépendantiste et révolutionnaire en Amérique latine et dans le tiers-monde, notamment en Afrique. Il faut savoir, et vous le savez déjà, que Cuba a joué un rôle fondamental dans la préservation, dans la libération et la préservation de l'indépendance des pays de l'Afrique australe. Cuba a joué un rôle décisif dans la préservation de l'indépendance de l'Angola, lorsque le régime suprémaciste et raciste d'Afrique du Sud a envahi l'Angola, riche en ressources minières. Cuba est intervenu militairement pour préserver la souveraineté de cette nation. Cuba joue un rôle décisif dans l'indépendance de la Namibie, dans l'indépendance du Zimbabwe, dans l'élimination du régime raciste de Pretoria. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Nelson Mandela, qui, comme vous le savez, lorsqu'il a été libéré, après la lutte du peuple sud-africain, le premier voyage qu'il a effectué hors d'Afrique, ça n'a pas été à Paris, ni à Washington, ni à Londres, mais à La Havane. Et en juillet 94, le 26 juillet 94, à Matanzas, si ma mémoire est bonne, il a déclaré « Sans l'intervention décisive des Cubains, je serai toujours en prison. » Parce que les Cubains ont infligé, avec l'aide des troupes angolaises, et ont infligé une défaite décisive à Cuito Cuanavale, à l'armée suprémaciste sud-africaine qui était financée par, vous le savez, Londres, Paris, Washington. Donc, c'était ce soutien militaire et politique, selon Washington, qui justifiait la persistance de la politique d'état de siège contre Cuba. Ensuite, en 1989, chute du mur de Berlin, 1991, effondrement de l'Union soviétique. Si la rhétorique diplomatique usitée pendant 30 ans avait eu un quelconque fondement, Washington aurait normalisé les relations avec la Havane. Qu'ont fait les États-Unis? Un an plus tard, en 1992, ils ont procédé à une recrudescence des sanctions économiques en adoptant la loi Torricelli. Rappelons ce qu'était la situation de Cuba pendant la période spéciale. Cuba, du jour au lendemain, a perdu son principal allié politique, son principal allié commercial. Du jour au lendemain, Cuba a perdu 85% de son commerce extérieur. 85%. Du jour au lendemain, le PIB Cuba a chuté de 32 points. Nous avons vu ce qui s'est passé en Grèce lorsque la croissance a été de moins de 1%. On a imposé une quinzaine de plans d'austérité, on a démantelé l'État-providence, on a détruit tous les conquis sociaux. Imaginez donc la situation dans laquelle se trouvait Cuba en 1992. Pleine période spéciale. Cuba a été abandonné à son sort. Personne ne pariait un centime sur la survie de la révolution cubaine. Personne n'y croyait, sauf les Cubains. Sauf les Cubains. Un mot sur la loi Torricelli. Vous savez que Cuba est une île, donc par définition tributaire du commerce maritime. Eh bien, la loi Torricelli donnait aux sanctions économiques un caractère extraterritorial. C'est-à-dire que la loi des sanctions économiques s'appliquait au-delà de la relation bilatérale Cuba-États-Unis. En un mot, la loi Torricelli s'applique à tous les pays au monde, elle est toujours en vigueur. Vous le savez, c'est un principe de base du droit international public, c'est la non-extraterritorialité des lois. La loi française ne peut pas s'appliquer en Espagne. La loi italienne ne peut pas s'appliquer en Belgique. La loi allemande ne devrait pas s'appliquer en Grèce. On voit que ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, la loi Torricelli s'applique à tous les pays au monde et elle stipule notamment que toute embarcation qui accosterait dans un port cubain se verrait d'interdire l'entrée dans un port états-unien durant les 6 mois suivants, durant les 180 jours suivants. Qu'est-ce que cela signifie pour Cuba? Une explosion du coût du transport. Parce que lorsque Cuba va solliciter un entrepreneur français pour transporter de la marchandise, l'entrepreneur français va dire « Moi, je n'ai aucun problème,
ni avec vous, ni avec les États-Unis, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la survie de mon entreprise. Les États-Unis, vous le savez, sont le premier marché au monde. Cuba est un petit pays. Cet entrepreneur réalisera peut-être 70-80% de son commerce avec les États-Unis s'il opère dans la zone de la Caraïbe, et peut-être 10% avec Cuba. Et il expliquera aux Cubains, je veux bien transporter cette marchandise, mais si le prix avant l'adoption de la loi Torricelli était de 100, aujourd'hui il va être de 600 ou de 700. Pourquoi? Eh bien parce que mon bateau va être bloqué pendant 6 mois. Voilà la réalité des sanctions économiques qui, soit dit en passant, sont toujours en vigueur malgré le rapprochement opéré par le président Obama. En 1996, les États-Unis procèdent à une nouvelle recrudescence des sanctions économiques, avec l'adoption, sous l'administration démocrate de Clinton, avec l'adoption de la loi Helms-Burton, qui est une double aberration juridique. Pour quelle raison? Parce qu'elle est non seulement extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les pays au monde, comme la loi Torricelli, mais elle est également rétroactive, c'est-à-dire qu'elle s'applique pour des faits survenus avant l'adoption de la loi, ce qui est une aberration juridique. En France, il est interdit de fumer dans les lieux publics depuis le 1er février 2007, je crois. Si on a fumé le 1er janvier 2007, on ne peut pas être sanctionné. Si on en a fumé dans cet amphithéâtre, on ne peut pas être sanctionné. Eh bien, la loi Helms-Burton sanctionne, et je donne un exemple précis de la portée de cette loi, la loi Helms-Burton sanctionne les investisseurs étrangers qui investiraient sur des propriétés nationalisées dans les années 60 et qui auraient appartenu soit à des multinationales états-uniennes, soit à des Cubains qui à l'époque étaient Cubains, mais qui ensuite ont obtenu la nationalité états-unienne. Donc une aberration juridique totale. Le but, quel est-il? Cuba qui a ouvert dans les années 90 par nécessité économique le pays au tourisme, eh bien l'objectif qui a été efficace a été de dissuader les capitaux étrangers d'investir à Cuba. Voilà la réalité des sanctions économiques et de la politique des États-Unis aujourd'hui. En 2000, vous savez que l'administration Bush, le président Bush fils est arrivé au pouvoir. Il a obtenu moins de voix qu'Al Gore, mais c'est le charme de la démocratie américaine. Il a été nommé président par la Cour suprême, qui a décidé qu'en définitive, eh bien, ça serait lui. Eh bien, le président Bush, quelques années plus tard, en 2004, il crée une commission, la commission d'assistance à une Cuba libre, qui adopte des nouvelles mesures de rétorsion économique contre Cuba. La principale, qui a affecté la population cubaine, ça a été le fait de limiter les voyages de la communauté cubaine des États-Unis vers son pays d'origine. Un Mexicain des États-Unis peut se rendre au Mexique une fois par semaine s'il en a envie. N'importe quelle autre minorité peut en faire autant. Eh bien, de mai 2004 jusqu'à septembre 2009, date à laquelle ces mesures ont été abrogées par le président Obama, les Cubains des États-Unis ne pouvaient se rendre dans leur pays d'origine que 14 jours tous les 3 ans. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Parce que pour pouvoir se rendre 14 jours, 2 semaines tous les 3 ans à Cuba, il fallait démontrer au département du Trésor que l'on avait un membre direct de la famille à Cuba. Alors pour nous, un membre direct de la famille, ça peut être un cousin, ça peut être un neveu, ça peut être une belle-mère. Mais l'administration Bush avait donné une nouvelle définition de la famille qui ne s'appliquait qu'aux Cubains. Ne faisait partie de la famille que les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, mari-épouse et les enfants. Donc le Cubain de Miami qui n'a qu'un cousin à Marianao ne pouvait plus jamais se rendre dans son pays d'origine. Donc voilà la réalité des sanctions adoptées en 2004. Autre mesure adoptée dans ce rapport, on a limité la possibilité d'envoi de remessas, de transferts financiers familiaux, à $100 par mois. Un Mexicain peut envoyer $1000 par mois s'il le souhaite.
N'importe quelle minorité peut en faire autant. Mais les Cubains des États-Unis ne pouvaient envoyer que 100 $ par mois à un membre direct de la famille. Pas au cousin, ni au neveu, ni à la belle-mère. Un membre direct de la famille. Prenons le cas de figure suivant. Un Cubain de Miami qui aurait sa maman à La Havane. Théoriquement, il peut lui envoyer 100 $ par mois. Sauf si la mère de ce dernier est membre du Parti communiste cubain. Quand vous savez qu'il y a 3 millions de membres sur 11 millions, ça augmente quelque peu les chances. Ou sauf si cette personne travaille au ministère de l'Intérieur ou au sein des forces armées, au ministère des forces armées, ministère de la Défense. Que ce soit comme général ou comme simple secrétaire. Donc voilà la réalité de ces sanctions. Alors, quel était l'objectif de ces sanctions, de ces mesures adoptées par l'administration Bush? Je crois qu'elles étaient doubles. La première est d'ordre économique. Vous savez que les remesas constituent la 3e source de revenus aujourd'hui du pays. Donc il y avait un coup sévère porté à l'économie cubaine. Et la deuxième raison, elle était d'ordre politique. Vous savez que n'importe quel Cubain qui émigre vers les États-Unis est automatiquement considéré comme étant un exilé politique. Un Mexicain, un Haïtien, un Jamaïcain, un Salvadorien, un Costaricien, ce sont tous des émigrés économiques. Mais un Cubain est considéré par la loi comme un exilé politique. D'ailleurs, il y a une loi qui existe, comme vous le savez, la loi d'ajustement cubain qui a été adoptée en novembre 1966, c'est une loi d'une page et demie, et qui stipule que tout Cubain qui entre légalement ou illégalement aux États-Unis, pacifiquement ou par la violence, obtient automatiquement, au bout d'1 an et 1 jour, la résidence permanente et diverses aides sociales, notamment en matière de logement, de sécurité sociale et de travail. Donc vous imaginez bien que ça constitue un formidable outil d'incitation à l'émigration légale et illégale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas un seul Cubain en situation illégale. Il y a sûrement il doit y avoir au moins un habitant de Pau en situation illégale. Sûrement. Au moins un. Mais il n'y a pas un seul Cubain, parce qu'ils sont automatiquement légalisés. Pourquoi je disais ça? J'ai fait une digression, puis j'ai perdu le fil de mon discours. Donc voilà oui, considérés comme étant des exilés. Mais il y avait une contradiction entre l'affirmation des autorités états-uniennes de considérer tous les Cubains comme des exilés politiques et la réalité des faits. Avant l'adoption des mesures restrictives de mai 2004, la minorité des États-Unis qui se rendait le plus souvent dans son pays d'origine, c'était les Cubains. Il y a là une contradiction. On n'imagine pas un exilé politique espagnol sous la dictature de Franco rentrer 2 fois par an en Espagne pour passer des vacances. On n'imagine pas un exilé politique chilien sous Pinochet rentrer plusieurs fois par an pour passer des vacances au Chili. On n'imagine pas non plus un exilé politique argentin sous la dictature des militaires rentrer plusieurs fois par an dans son pays d'origine. Or, les Cubains constituaient la minorité des États-Unis qui se rendaient le plus souvent dans son pays d'origine. Et ce qui démontrait, et qui démontre, puisque c'est maintenant le cas, vous avez 1 demi-million de Cubains sur le 1,2 million qui habitent les États-Unis, entre l'émigration, l'exil des années 60, l'émigration qui a suivi et les enfants de ces catégories, il y a 1 demi-million de Cubains qui se rendent chaque année à Cuba. Donc qu'est-ce que cela démontrait? Cela démontre que l'immense majorité de la communauté cubaine des États-Unis est composée d'émigrés économiques qui aspirent à avoir des relations normales et pacifiques avec sa patrie d'origine. Donc, bien entendu, l'administration Bush ne pouvait pas accepter cela et c'est la raison pour laquelle elle a imposé ces restrictions de mai 2004 jusqu'à septembre 2009. Ensuite, 2 années plus tard, en 2006, cette même commission publie un second rapport dans lequel, elle insiste sur la portée extraterritoriale des sanctions pour limiter le commerce international de Cuba avec le reste du monde, en sanctionnant notamment les entreprises
étrangères et en limitant leurs possibilités de commerce. Prenons un exemple. Vous savez que Mercedes fabrique les meilleures voitures au monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, on pourra en débattre un peu plus tard. Eh bien, Mercedes qui contrôle le marché allemand, qui contrôle le marché européen et qui aspire à vendre ses produits sur le marché des États-Unis, si Mercedes veut vendre ses produits sur le marché des États-Unis, elle doit démontrer au département du Trésor que ces voitures ne contiennent pas un seul gramme de nickel cubain. Donc Cuba ne peut pas vendre son nickel aux États-Unis, sanctions économiques. Mais dans ce cas précis, elle ne pourra pas le vendre ni à l'Allemagne, ni à Mercedes, ni à Audi, ni à BMW, ni à la Corée du Sud, ni au Japon. De la même manière, si Danone souhaite, Danone qui ne paie pas d'impôts, c'est juste un message que je transmets. Danone, qui est présent dans les paradis fiscaux, c'est un message personnel aussi. Donc si Danone souhaite, qui produit des yaourts, entre autres, si Danone souhaite exporter ses produits sur le marché des États-Unis, elle doit démontrer, cette entreprise, que ces yaourts ne contiennent pas un seul gramme, bon bien entendu pas de nickel, mais de sucre cubain. Donc comment fait Cuba pour exporter sa production sur le marché international? Voilà la réalité des sanctions économiques et de leur portée extraterritoriale. Vous savez que les citoyens des États-Unis ne sont pas autorisés à se rendre à Cuba en tant que touristes. Ils peuvent se rendre dans n'importe quel pays au monde, ils peuvent se rendre en Corée du Nord, ils peuvent se rendre en Syrie, au Vietnam, en Chine, mais ils ne sont pas autorisés par leur gouvernement à se rendre à Cuba. Ou du moins, si l'on veut être plus précis, ils peuvent aller à Cuba, mais ils ne sont pas autorisés à dépenser un seul dollar à Cuba. C'est ce qui est écrit dans la loi. On peut se rendre à Cuba, mais il faut démontrer que l'on n'a pas dépensé un seul dollar. Alors si on peut voyager gratuitement, moi je suis preneur également. Donc la réalité, et cela, comme vous le savez, a un impact assez important sur l'économie cubaine, puisque la deuxième source de revenus de Cuba, c'est le tourisme. Et là, vous allez me poser la question de savoir quelle est la première source. Vous avez parlé de la troisième, la deuxième. La première source de revenus, comme vous le savez, c'est l'exportation de services médicaux et éducationnels de Cuba. C'est la première source de revenus du pays. Les sanctions économiques, toujours en vigueur aujourd'hui, sont condamnées par l'immense majorité de la communauté internationale. En octobre dernier, pour la 25e année consécutive, 191 pays sur 193 ont exigé la levée de cet état de siège qui affecte les catégories les plus vulnérables de la population cubaine, les enfants, les personnes âgées, les malades, parce qu'il faut savoir que Cuba n'est pas autorisé à importer des médicaments des États-Unis. Quand on sait que les multinationales pharmaceutiques états-uniennes produisent près de la moitié des médicaments au monde, on en imagine aisément l'impact. Les sanctions économiques constituent le principal obstacle au développement du pays. Voilà la réalité des relations bilatérales. Alors, un mot sur la situation actuelle. Le président Obama, le 17 décembre 2014, a accepté la main tendue des Cubains, parce qu'il est une réalité et une vérité historique à rappeler. Les Cubains ont toujours exprimé leur disposition à entretenir des relations normales et pacifiques avec tous les pays au monde, y compris les États-Unis, à condition que 3 principes fondamentaux soient respectés. L'égalité souveraine entre les États, c'est-à-dire respect du droit international. On se souvient tous de la chanson de Carlos Puebla, « La cosa con Cuba es de igual a igual ». Donc c'est ce que demandent les Cubains. La réciprocité, c'est-à-dire que si les États-Unis souhaitent disserter sur la situation des droits de l'homme à Cuba, eh bien les Cubains en feront autant sur la situation des droits de l'homme aux États-Unis. Et le troisième principe non négociable, c'est la non-ingérence dans les affaires internes. C'est-à-dire que le système politique, le modèle social
et la politique étrangère de Cuba sont des compétences exclusives du peuple souverain de Cuba et ne sont pas sur la table des négociations. Donc Obama, avec lucidité, a compris qu'il était temps d'établir un dialogue avec Cuba. Après, on pourra disserter et savoir est-ce qu'il s'agit d'un changement tactique ou s'il s'agit d'un changement stratégique. Et il a accepté la main tendue des Cubains. Parce qu'il faut rappeler que l'hostilité est unilatérale. Ce sont les États-Unis qui imposent des sanctions économiques à Cuba. Ce sont les États-Unis qui occupent de manière illégale et illégitime une partie du territoire souverain de Cuba. Ce sont les États-Unis qui ont envahi Cuba le 17 avril 1961. Ce sont les États-Unis qui ont menacé Cuba de désintégration nucléaire en octobre 1962. Ce sont les États-Unis qui ont financé une campagne terroriste contre Cuba, près de 10 000 attentats de 1959 jusqu'en 1997, puisque les derniers attentats terroristes à Cuba ont été commis en 1997, lorsque on a placé des bombes dans les hôtels pour dissuader l'arrivée, et d'ailleurs un citoyen italien avait perdu la vie. On n'en a pas beaucoup parlé de ça. On n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai que bon, la victime était Cuba, les commanditaires venaient du Nord, et puis nous vivons dans une société intellectuellement libre. Donc, ce sont également les États-Unis qui, encore aujourd'hui, financent une opposition interne à Cuba. Il y a un budget. Avant, l'organisation, le soutien à l'opposition interne était une politique clandestine de 1959 jusqu'à 1991. À partir de 1992 et l'adoption de la loi Torricelli, c'est devenu une politique publique. Il y a un budget annuel de 20 millions de dollars destiné au soutien de l'opposition interne à Cuba. Ce qui, bien entendu, est une violation des principes fondamentaux du droit international, est une grave violation de la législation cubaine. Donc voilà la réalité du conflit qui oppose Washington à la Havane. Le président Obama a pris quelques mesures. Personne n'est allé aussi loin dans la tentative de trouver un modus vivendi. On ne peut pas encore parler de normalisation parce qu'il y a de nombreuses pierres d'achoppement. D'abord, il a accepté d'élargir à 12 catégories les possibilités de voyage. C'est-à-dire qu'il a autorisé désormais les voyages culturels des citoyens états-uniens, les voyages académiques, les voyages professionnels, bien entendu, scientifiques, etc. Mais toujours pas le tourisme ordinaire. De la même manière, le président Obama a rétabli les liens diplomatiques avec l'ouverture d'une ambassade états-unienne à La Havane et d'une ambassade cubaine à Washington. De la même manière, il y a eu la visite historique de Kerry en août 2015, si ma mémoire est bonne. En mars 2016, le président des États-Unis, Barack Obama, s'est rendu à Cuba. C'est le président qui a été le plus loin, même plus loin que Carter encore, dans la tentative de trouver un modus vivendi. Mais de la même manière, l'administration ou la politique du président Obama n'est pas dénuée de contradictions. Parce que d'un côté, c'est le président qui a été le plus loin dans la recherche d'une normalisation, et c'est en même temps le président qui a appliqué avec le plus de sévérité le caractère extraterritorial des sanctions économiques. Il a infligé au total, sous l'administration Obama, les multinationales étrangères qui ont eu des relations commerciales ou financières avec Cuba ont été sanctionnées au total à hauteur de 14 milliards de dollars. Ni Bush avait fait autant, aucune autre administration précédente n'avait été aussi sévère. Et bien entendu, l'entité qui a été la plus sanctionnée, ça a été BNP Paribas, qui a été sanctionnée d'une amende de 7,2 milliards d'euros. 7,2 milliards d'euros. BNP Paribas a scrupuleusement respecté la législation française. BNP Paribas n'a pas violé la loi européenne, le droit européen. Et BNP Paribas a scrupuleusement respecté le droit international. Néanmoins, j'ai l'impression de me faire un peu l'avocat de BNP Paribas, c'est pas le cas, mais c'est pour l'exemple.
Néanmoins, BNP Paribas a été sanctionné d'une amende de 7,2 milliards d'euros qu'elle a payé pour avoir, entre autres, entretenu des transactions financières avec Cuba, en dollars. Le président Obama lançait également des appels au Congrès pour qu'il mette un terme aux sanctions économiques. Et là encore, on ne peut pas ne pas souligner les contradictions du président Obama. En tant que chef de l'exécutif, il avait, puisque maintenant c'est Donald Trump, tout est possible dans la maison du Seigneur. Obama pouvait, par exemple, autoriser les entreprises états-uniennes à commercer directement avec les entreprises cubaines, sans l'accord du Congrès. Le président, la chose qu'il ne pouvait pas faire, Obama, c'est d'autoriser les filiales des entreprises états-uniennes installées à l'étranger à avoir des relations commerciales avec Cuba. Mais vous imaginez bien que si Cuba peut commercer directement avec la maison mère Ford, elle ne va pas solliciter la filiale au Panama. De la même manière, le président Obama pouvait autoriser Cuba à utiliser le dollar dans ses transactions financières, sans l'accord du Congrès. Le président Obama pouvait également permettre à Cuba d'acheter n'importe quel autre produit non alimentaire à crédit auprès des entreprises américaines, états-uniennes. La chose qu'il ne pouvait pas faire sans l'accord du Congrès, c'était de permettre la vente à crédit à Cuba de matières premières alimentaires. Mais il peut permettre tout le reste. Donc voilà les quelques mesures, je pourrais multiplier les exemples, qui démontrent que le président Obama avait disposé de toutes les prérogatives exécutives nécessaires pour démanteler 80% des sanctions économiques. Bon, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui appartiennent. La question, et je terminerai là-dessus pour que l'on puisse échanger, est de savoir si le rapprochement opéré par Obama est un changement d'ordre tactique, c'est-à-dire, est-ce que les États-Unis changent la tactique, mais pour obtenir le même objectif stratégique qui est un changement de régime, vous le savez. Le but des États-Unis, c'est de mettre un terme au processus révolutionnaire cubain. Ou est-ce que c'est un changement stratégique, c'est-à-dire que les États-Unis acceptent la réalité d'une Cuba souveraine, d'une Cuba différente, avec un modèle politique distinct, et que les États-Unis sont prêts à vivre et à entretenir des relations pacifiques avec le voisin du Sud. Ma conviction, c'est qu'il ne s'agit que d'un changement d'ordre tactique. Les États-Unis n'ont pas renoncé à leur objectif stratégique de contrôler les destinées de Cuba, puisque ça a toujours été le premier problème de politique étrangère des États-Unis, ça a été Cuba. Il y a toujours eu, dès le début du XIXe siècle, cette aspiration à intégrer Cuba à l'Union, en raison de sa position stratégique, etc. Eh bien, je vous propose maintenant de vous céder la parole pour que nous puissions échanger. Merci de votre attention.